De l'eau dans les pneus, un DAS 2.0 ou la FlexiWing, ça commence à faire beaucoup d'histoire pour comprendre pourquoi McLaren performe tant depuis le début de cette saison 2025. Même si, comme attendu, il y allait y avoir un petit coup de mou au Canada. Depuis le début de la saison, on a eu un paquet d'histoires sur pourquoi McLaren est meilleur que les autres. On vous a expliqué ce que sont les FlexiWings, qui donneraient un avantage en performance de malade mental à McLaren, alors que le but c'est tout simplement d'optimiser le setup et la fenêtre d'exploitation de la voiture. Et puis on a eu l'histoire de l'eau dans les pneus arrière qui ferait que McLaren gère parfaitement ces températures et qui leur donne un avantage et en qualification et en course. Et là aussi, c'est un peu plus complexe que ça. Et enfin, certains parlent même d'une sorte de DAS, oui, ou d'un système similaire qui agirait sur les températures de pneus avant et leur usure. Le DAS, vous savez, c'est le truc de Mercedes en 2020 qui a été interdit depuis. Bref, ça commence à faire beaucoup de techniques à expliquer et comme c'est assez ingénieux, faut mettre les mains un peu dans le cambouis pour comprendre pourquoi McLaren domine autant cette saison de Formule 1. Bon, alors au début je voulais faire une vidéo façon faux raccord avec un double de moi, genre ici tu vois, en mode Michel et Michel, mais au vu de la vidéo sur Alpine, on va se calmer sur la prise de risque artistique pour le moment, hein, voilà, je suis plus en dépression, tout va bien. Et puis s'il y a deux des piélos comme ça dans la vidéo, vous allez crier waouh il fait de l'IA, etc. alors que c'est juste le trucage le plus vieux du cinéma, enfin l'un des plus vieux. Bref, dans tous les cas, si t'as kiffé la vidéo à la fin, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner pour de prochaines vidéos sur la F1 et le sport auto. La forme, je peux rien promettre, je vais encore tenter des trucs. Bon, je reviens rapidement sur l'histoire des FlexiWings. On en avait fait une vidéo à part entière en début de saison, mais j'en profite pour faire un rapide rappel pour ceux qui arrivent un peu en cours de route. Certaines équipes ont joué sur la déformation des ailes avant depuis l'année dernière en particulier. Bien qu'une aile avant soit jugée rigide entre guillemets, elle ne le sera jamais parfaitement et se déformera par la force de l'air qui vient mettre de l'effort sur cet impadis aérodynamique, cette aile avant. Alors par structure, cette déformation se produit à partir d'une certaine vitesse et donc passe les tests techniques de conformité de la FIA qui sont moins contraignants que lorsque la voiture roule à 300 km/h et je vous l'avais expliqué dans la vidéo de début d'année. L'avantage de cette déformation, ce n'est pas de spécialement gagner en vitesse de pointe dans les lignes droites, agissant comme une sorte de mini DRS, ça c'était plutôt l'aile arrière, mais autre sujet. Mais en fait, ça permet plutôt de d'étendre, en fait, si vous préférez, la fenêtre d'exploitation de la voiture. En fait, la déformation de l'aile avant permet de braquer un peu plus les flaps pour qu'à basse vitesse, il y ait plus d'appui sur l'avant de la voiture et donc un train avant plus directif et gommer ce sous-virage qui n'est pas agréable. Et puisque l'aile se déforme à haute vitesse, au lieu d'avoir du survirage, parce qu'on a beaucoup braqué les flaps, au lieu d'avoir du survirage dans les courbes rapides, la voiture reste un petit peu plus sage, un peu plus neutre et évite ce survirage qui n'est pas agréable pour le coup à haute vitesse, qui peut faire partir l'arrière très vite. Alors à Barcelone, une nouvelle directive technique est entrée en vigueur avec des tests de déformation plus importants de la part de la FIA. On ne savait pas à quel point cela impacterait les équipes qui étaient les plus friandes de cette technique, mais la réponse est que ça a finalement rien changé en termes de performance globalement, quoi. Ça a juste coûté du pognon pour refaire des ailerons. Alors l'incidence s'est faite essentiellement sur le fait que les équipes auraient peut-être un peu moins de flexibilité sur leur plage de réglage, moins d'options, moins de confort, mais globalement en fait la perte de performance pure elle s'estime à 1/10 au tour, pas beaucoup plus quoi. Des rumeurs, vous avez dû en lire ou en regarder un paquet, toutes plus folles les unes que les autres. Bref, on a eu des histoires de tire water. Pour gérer la température de ses pneus arrière, McLaren aurait mis de l'eau dans les pneus ou de l'eau sur les freins ou remplacé le gaz spécial dans les pneus. Enfin, je vous fais pas un dessin, il y en a eu pour tous les goûts. Alors, vraiment, là, il y a eu des trucs de zinzin. Alors une chose est sûre, depuis le début de la saison, McLaren gère particulièrement bien ses pneus. Ça, on l'a vu, il n'y a pas de problème. Elle ne les surchauffe pas, les dégrade moins que ses concurrents en règle générale, ce qui est un véritable avantage, surtout dans une saison qui est hyper disputée. Alors avant de vous expliquer le pourquoi du comment fait McLaren, j'aimerais juste remettre du contexte sur pourquoi on parle autant des pneus, parce que c'est là que tout se passe. En fait, tout le boulot que vous faites sur une voiture, que ce soit l'aérodynamisme, le moteur, le châssis, le pilotage même, à la fin, tout passe par les pneus pour vous déplacer sur la piste. Si ça passe par autre chose, vous n'allez pas tarder à dire bonjour aux rails de sécurité. Donc les pneus, leur compréhension et leur exploitation, c'est hyper important. Et on a déjà abordé le sujet des pneus plusieurs fois sur la chaîne, de manière différente, surtout en Formule 1, mais aussi avec Fred Makowiecki l'année dernière en ce qui concerne les 24 heures du Mans et les hypercars, où le fonctionnement des pneus est peut-être un poil différent, donc on en avait parlé, c'était plutôt intéressant. Il y a toute la liste des vidéos là, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, il y a plein de choses que vous apprendrez sûrement.
Bon alors sur un pneu, on a donc du caoutchouc, ce que l'on surnomme communément la gomme. C'est la partie extérieure en contact avec la piste et qui s'use au fur et à mesure qu'on roule. Ok. On a aussi une structure sur laquelle on vient poser cette gomme et on a un gaz entre tout ça et la jante. Je vous la fais vraiment courte. Alors pour qu'un pneu fonctionne bien, il faut qu'il entre dans une plage de pression et de température pour donner le maximum d'adhérence sur la piste. D'une piste à l'autre, en fonction du revêtement, des virages, des conditions de piste, de la voiture, de sa configuration, du pilotage, tout ça, ça change. Bref, ça vit un pneu si tu préfères. Alors en Formule 1, il est de notoriété publique que la fenêtre de température pour exploiter le pneu, elle est assez petite. Cela varie de plusieurs degrés de température et ça diffère des équipes car tout le monde construit sa voiture différemment, donc elles agissent de manière différente sur les pneus, donc tout le monde se retrouve avec des problèmes différents. Alors on parle en général d'une fenêtre de température de l'ordre de 30 degrés pour des pneus durs et de 20 degrés pour des pneus soft, pour vous donner une idée globale, mais encore une fois ça dépend de plein de variables, ça peut être plus petit ou plus grand. Donc le pneu, il faut vite le faire monter en température et en pression pour avoir de l'adhérence tout de suite et donc de la performance. Sinon, tu perds du temps, tu perds des places, etc. Le problème, c'est que souvent, une mise en température de manière agressive peut vous emmener au-delà de la fenêtre de température et puis faire surchauffer le pneu sans jamais réussir à redescendre. Donc tu perds et tu perds de l'adhérence et tu glisses. Alors en plus de cela, être trop violent peut amener à créer du graining. Donc en fait c'est de la gomme qui surchauffe en surface et qui glisse sur la gomme qui est juste en dessous. Et donc vous avez moins d'adhérence. C'est un peu comme si vous roulez sur des billes et vous endommagez généralement un peu votre pneu. Et inversement, si vous chauffez trop doucement, il se peut que vous ne chauffiez pas assez tout simplement et que vous parveniez jamais à rentrer dans cette fenêtre d'exploitation du pneu. Donc vous ne pouvez pas l'exploiter au mieux de ses performances. Donc vous perdez forcément du temps, de l'adhérence, etc. Donc ce que l'on voudrait, c'est chauffer très vite et ensuite maintenir les pneus à une certaine température. Donc quelque part arrêter ce phénomène de chauffe. Parce que tu peux chauffer indéfiniment jusqu'à ce que ça brûle, quoi. Et McLaren du coup est passé maître dans l'art de chauffer vite les pneus et de les maintenir à la bonne température. Bon alors si vous préférez, McLaren, pour imager ça un petit peu, cuisine un steak avec des plaques induction, ça chauffe vite, mais il maîtrise la cuisson hyper facilement en appuyant sur les boutons là. Quand tout le reste de la grille, au final, cuisine avec des vieilles plaques électriques à l'ancienne, tu sais, où il faut beaucoup anticiper le niveau de puissance que tu veux mettre pour chauffer la poêle, et le tout, en fait, t'as pas le droit de retirer les poêles du feu. Donc en fait, il faut méga anticiper le truc. Sinon, tu fais tout cramer, et McLaren, ils ont pas ce problème. Bon alors pour rentrer dans le concret et comment on chauffe les pneus, pareil, je passe un peu rapidement dessus parce que on en avait fait des vidéos aussi il y a un petit moment, notamment avec le GP Explorer, mais généralement pour chauffer un pneu, on fait d'abord du longitudinal, c'est-à-dire accélération frein, on vient stresser la gomme sur le dessus et les freins viennent chauffer la jante pour faire monter la pression des pneus. Ensuite on fait des grandes vagues pour mettre de la contrainte latérale et pour terminer la chauffe, le rythme de roulage normal, à haute vitesse entre guillemets, finit de chauffer la gomme pour exploiter la voiture entre guillemets normalement sur une piste. Bon alors ça c'est ce qui est censé se passer, mais généralement il y a moins de travail visible de mise en chauffe en Formule 1. Les voitures ont des capacités si exceptionnelles qu'elles amènent assez vite et assez naturellement les pneus en température à la sortie des stands, sans côté que en fait en sortie de garage là les pneus sont déjà à 70 degrés, donc normalement ça va. Alors il y a un problème qui subsiste, c'est le frein qui chauffe sur les gros freinages, car lui, il va se faire activer et chauffer régulièrement au cours du tour ou d'un Grand Prix. Et il va transmettre de la chaleur à la jante, qui va avoir une incidence sur la pression et la chauffe des pneus. Et dans le même temps, on ne peut pas trop réduire la température des freins, sinon eux aussi vont plus fonctionner de manière optimale et on va perdre de la performance sur nos freinages. Bon alors je sais, ça commence à être long et à faire beaucoup d'informations et de mise en contexte, mais t'inquiète, faut me suivre. Bon, donc le mieux, ce serait de pouvoir se servir des freins pour la chauffe, ok, mais ensuite de créer une sorte de barrière, une isolation entre la jante et les freins pour éviter que la température des pneus aille trop haute. Alors Red Bull a commencé à balancer un peu des théories dans tous les sens sur ce que faisait McLaren. Les rumeurs ont enflé, ça parlait d'eau dans les pneus, puis d'eau dans le tambour de frein, ou du moins dans la coque qui recouvre tout le système de freinage. Puis on a parlé d'eau qu'ils venaient projeter sur le frein pour le faire refroidir un peu mieux. Cette eau, ils auraient pu la faire passer par un système où c'est l'eau de la gourde qui passe par les freins avant de revenir pour que le pilote puisse boire. Enfin bon, on a tout eu. Bon, évidemment, l'eau va pas directement sur le frein et se fait récupérer pour que Lando Norris boive. Non, c'est encore une fois un système de refroidissement. C'est un tuyau qui vient contre quelque chose pour refroidir. Bref. Alors, on en a entendu des vertes et des pas mûres, mais en tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que l'eau, vous oubliez, c'est interdit par le règlement technique de toute manière à l'article 11.5. Voilà, terminé.
D'ailleurs, c'est n'importe quel liquide, donc si vous voulez pisser dessus, vous n'avez pas le droit. Alors, on n'a pas non plus de système actif caché qui change des trucs sur les freins selon que le pilote actionne un bouton ou pas pour refroidir les freins, etc., etc. Donc non. Et donc, doucement, on s'est dirigé de plus en plus, en termes de théorie, sur un système passif qui emploierait un matériau à changement de phase avec une manière habile de diriger les flux d'air pour refroidir les freins. Alors, un peu complexe ça. Les freins d'une Formule 1, sur les gros freinages, ça monte à plus de 1000 degrés. Donc vous vous doutez bien que faut les refroidir, sinon il va y avoir un problème. On refroidit naturellement les freins avec de l'air. L'air entre par les écopes et à travers des conduits viennent refroidir le disque et l'étrier. Cet air chaud est ensuite évacué, là aussi par un conduit, et sort par l'arrière de l'intérieur de la roue, par une écope de sortie si vous préférez. Alors la petite subtilité, c'est que les écuries sont totalement libres sur le design des conduits internes pour diriger l'air dans les freins. Et donc l'air frais qui vient refroidir les freins, on pourrait le faire passer d'abord entre la jante et le frein avant qu'il vienne refroidir le frein. Il est frais et donc quelque part il peut isoler la jante de la chaleur du frein. Et ensuite, une fois qu'on a refroidi le frein, on fait directement sortir cet air maintenant chaud par les copes de sortie. Mais alors du coup, si on fait cette méthode-là, on ne peut pas faire chauffer la jante dans cette configuration. Donc il faudrait un conduit où l'air vient d'abord refroidir le frein, puis on fait passer cet air chaud entre le frein et la jante, et on chauffe notre pneu de cette manière. Et il faudrait pouvoir, entre guillemets, switcher naturellement le chemin emprunté par l'air au moment opportun. Entre en jeu le matériau à changement de phase. Alors en fait, c'est un matériau qui est capable de changer d'état physique en fonction d'une certaine température en absorbant et en libérant de l'énergie. Quand c'est chaud, ça se liquéfie, entre guillemets, et quand ça refroidit, ça se durcit. Il y a plein de matériaux de changement de phase qu'on peut avoir d'ailleurs dans le quotidien. L'eau fonctionne un peu pareil, mais c'est pas les mêmes températures, donc ça rentre pas dans la catégorie des matériaux à changement de phase. Donc on pourrait, grâce à ce matériau, faire changer le chemin de l'air quand c'est trop chaud et éviter de chauffer la jante, et quand c'est trop froid, de reprendre le chemin de base qui fait chauffer la jante. Alors du coup, la théorie, elle fonctionne, elle est tout à fait possible à mettre en pratique, et en plus de ça, les matériaux à changement de phase sont autorisés pour certaines parties de la voiture. Mais le système en lui-même, cette façon de faire, elle est interdite par le règlement technique à l'article 10.8.4 où il faut surtout se pencher sur le petit D. Tout autre dispositif, système ou procédure que les couvertures chauffantes, et à l'exception de la conduite de la voiture, ayant pour but et ou pour effet de chauffer les roues, les moyeux ou les freins au-dessus de la température ambiante, ou de maintenir leur température s'ils sont déjà chauds, est interdit. Le système, il fonctionne pas, il peut pas, il n'a pas le droit. Et donc la FIA est passée chez McLaren et a fait tout ouvrir pour tout vérifier, et tout est en ordre. Donc a priori, il n'y a pas de matériaux à changement de phase utilisés dans ce cadre-là. Donc cela veut dire que les McLaren doivent effectivement avoir un système de conduit interne assez sophistiqué qui permet de maintenir une température de gomme adéquate, parce que maintenir la gomme à la bonne température, c'est ça qui est le plus difficile dans l'histoire. Et il paraît même que Red Bull a observé les McLaren avec des caméras thermiques pour voir que effectivement en fait les températures sont plus basses que chez tout le monde, chez tous les autres concurrents. Et donc la piste d'avoir un conduit d'air frais qui isole le frein de la jante avant qu'il vienne refroidir le frein, c'est quelque chose qui est pas déconnant comme piste pour savoir comment ils font. Donc du coup en fait la vraie question, c'est comment vite chauffer les pneus. Et ça, j'ai pas la réponse, sinon je serais en train de vendre ma réponse à Red Bull. Je serais pas là en train de faire une vidéo pour vous, ça va pas la tête. Mais bon, on peut étayer un peu le propos et voir si on se dirige dans la bonne direction ou pas d'ailleurs, parce que ça reste de la spéculation. Donc on peut regarder par exemple les secteurs en tour qualif. Alors depuis le début de la saison, en général, on a tendance à trouver que McLaren fait la différence, surtout dans le dernier secteur lors des qualifications. Et l'explication la plus logique qu'on peut avoir, c'est que leurs concurrents démarrent leur tour dans la bonne fenêtre de température des pneus, quand McLaren doit être encore peut-être un petit peu froid, entre guillemets. Les deux premiers secteurs sont généralement assez disputés, alors que dans le dernier, les concurrents s'effondrent, entre guillemets, pendant que McLaren ne surchauffe pas les pneus et arrive à récupérer un 2 dixièmes. Alors la différence est assez flagrante entre Piastri et Norris en Espagne par exemple, mais aussi avec la concurrence qui se fait lâcher dès la fin du premier secteur. Barcelone, c'est un circuit qui est vraiment typé pour la McLaren, qui a la meilleure efficience aérodynamique de la grille aujourd'hui, et Barcelone c'est vraiment un circuit pour eux. Alors pour prendre un contre-exemple du coup, parce que c'est important, on peut aller voir le Canada, qui est un circuit à l'inverse de Barcelone et où il fait plus frais. La Mercedes, qui a tendance à surchauffer ses gommes, s'est retrouvée en pôle avec George Russell.
Ce qui est intéressant à noter en fait, c'est que dans le dernier secteur, Piastri arrive à reprendre du temps à George Russell après en avoir perdu graduellement pendant tout le tour. Il fait un gros passage d'ailleurs dans la dernière chicane, donc il doit avoir encore un petit peu de capital au pneu ou taper un petit peu dans la température. Alors tout ce que je vous dis, évidemment, on ne peut pas l'attribuer seulement aux pneus arrière parce qu'on parle que des pneus arrière là. Et de leur température. Il y a la mise en chauffe juste avant d'entamer le tour, il y a les erreurs des pilotes, la configuration de la voiture, les conditions de piste, bref, il y a énormément de choses. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, sur les pneus arrière, il y a toujours un peu un mystère sur comment McLaren gère mieux ses gommes que les autres, même si on peut partir du principe que c'est une question de conduit interne disposée de manière assez habile, à laquelle les autres écuries n'auraient pas encore pensé. Voilà. Bon, mais les pneus arrière c'est bien, mais vous croyez qu'ils allaient s'arrêter là et rien faire sur les pneus avant? Alors pour attirer votre attention, j'ai parlé de DAS 2.0. Mais c'est pas tout à fait ça, même si dans les faits, l'effet recherché est le même pour le coup. Alors pour reprendre ce qu'était le DAS en 2020, c'était un système qui permettait de régler la pince des roues avant. En fait la pince, c'est dans quelle direction regardent les pneus. Est-ce qu'ils louchent? Et auquel cas c'est ce qu'on appelle avoir du pincement, ou au contraire est-ce qu'ils ont un strabisme divergent, et donc là c'est ce que l'on appelle de l'ouverture. Ça joue au millimètre, hein, c'est pas flagrant non plus quoi. Alors ce réglage va avoir une incidence sur la température des pneus, leur dégradation, mais aussi sur l'inscription de la voiture dans le virage et son équilibre globalement, qui est du sous-virage, du sur-virage, etc. Dans le virage. Alors je vous remets la vidéo ici ou là, peu importe si ça vous intéresse, voilà, j'avais fait l'explication de ce qu'était le DAS et de l'incidence de la pince, etc. Bon, depuis le DAS a été interdit par la FIA, mais l'idée que le système proposait en termes d'effet est resté intéressant, à savoir avoir un certain degré d'ouverture pour l'inscription en virage par exemple, pour de la stabilité et de la performance, mais on voudrait pouvoir avoir une pince neutre en ligne droite, donc les roues parfaitement parallèles, et de cette manière on aurait un bénéfice aérodynamique, moins de dégradation sur l'avant, et on aurait un meilleur contrôle de la température des pneus. Alors sans rentrer trop dans le détail, McLaren aurait réussi à reproduire les effets d'un tel système, mais de manière complètement passive, par simple design et conception de la suspension avant. Et donc vous allez entendre parler de Virtual Steering Axis pour le définir. Bon alors si on met juste un peu les mains dans le cambouis, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là, le design et le positionnement du triangle de suspension inférieur n'est pas une forme de V d'un seul tenant, mais deux bras bien distincts qui reposent sur des points d'ancrage différents du porte-moyeu. Les deux bras qui forment le triangle inférieur ne s'alignent pas avec le point d'ancrage du triangle supérieur, et cela nous donne un axe de direction virtuel ou un Virtual Steering Axis. En fait, cette géométrie de suspension modifie le réglage de pince en fonction de l'angle de volant que met le pilote quand il roule. Lorsque le pilote tourne le volant, la géométrie de la suspension va ouvrir l'angle de la pince, donc on va avoir de l'ouverture, parfait pour une inscription en virage et de la stabilité sur le train avant. Et lorsque le pilote aura le volant droit, la géométrie de la suspension va par incidence réduire naturellement entre guillemets cette ouverture pour être plus neutre, et donc les roues sont plus parallèles entre guillemets au sens de la marche, et donc chauffent moins et s'usent moins. Et donc cela permet de garder les pneus avant dans la bonne fenêtre de température, peu importe les circuits, peu importe les conditions. Bon alors, c'est bien comme système, mais il y a forcément un petit désavantage à ce système, c'est qu'il peut rendre le ressenti dans le pilotage du train avant un petit peu plus flou que d'ordinaire. Et c'était un des problèmes auxquels Lando Norris s'est confronté depuis le début de l'année. Et donc au Canada, McLaren a mis à disposition une nouvelle suspension qui garde ce type de système, mais qui est censée redonner un petit peu plus de précision au pilote. Voilà, c'est juste du confort. Alors Lando Norris l'a utilisé au Canada, contrairement à Piastri qui s'accommode de la suspension de base qu'il a utilisée depuis le début de la saison. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi ça émerge que maintenant cette histoire? Parce que en fait on n'arrivait pas à voir le détail sur cette suspension, car elle avait toujours un cache, et donc on ne voyait pas bien comment était vraiment dessinée et conçue cette suspension et ses différents points d'ancrage. Bon, donc si on combine un peu le tout là, on a la Flexi Wings qui flex toujours, voire peut-être un petit peu moins, mais quand même. On a la manière de refroidir les freins à l'arrière pour maintenir la température dans la bonne fenêtre. Voilà, donc comme ça on est bien. Et puis on a le design de la suspension avant qui fait le même job sur la gestion de la température à l'avant. Oui, McLaren gère très bien ses pneus dans beaucoup de conditions au final. Alors, elle a un avantage certes, mais il y a des circuits qui lui seront moins favorables comme le Canada. La typologie de circuit lui est moins favorable et on a eu des températures un peu plus fraîches.
Et parfois, une typologie de circuit peut être un avantage pour un concurrent, et c'était le cas pour Mercedes, malgré les avantages de la McLaren. Mais globalement, la McLaren est à l'aise relativement partout, tu vois. Mais il y aura forcément des endroits où elle sera un peu moins à l'aise. Bon alors, à l'heure où je vous écris et tourne cette vidéo, on est jeudi avant le Grand Prix d'Autriche, donc comme il ne s'est pas encore passé, je ne sais pas comment ça se passera pour McLaren, normalement, au vu de la typologie du circuit, elle devrait être peut-être un poil mieux qu'au Canada, mais c'est pas un circuit qui est bon pour McLaren, ou en tout cas qui est pas aussi bon que Barcelone par exemple. Alors, ce qui est intéressant, et oui je sais en fait, c'est que on se penche surtout sur McLaren et pas assez sur les autres. C'est un peu normal parce que c'est les meilleurs aujourd'hui. Et pourtant, avec tout ce que je vous ai dit, on pourrait avoir cette espèce d'impression qu'ils mettent une volée à tout le monde entre la gestion des pneus arrière, la gestion des pneus avant, les flexi wings, machin. Tu te dis, mais avec tout ça, c'est pas possible. Ils mettent une volée à tout le monde. Et 2 dixièmes, je vous assure, en qualif à Barcelone, c'est une volée certes en 2025, mais c'est un écart qui est ridicule comparé à il y a quelques années. L'avantage des trouvailles de McLaren, c'est qu'ils vont pouvoir quand même certainement les adapter à leur voiture 2026, même si on change l'aéro, le moteur et donc la manière dont la voiture va opérer même sur ses pneus. Maintenant, on va voir comment évolue McLaren, comment évolue Lando Norris avec cette nouvelle suspension qui lui redonne un peu plus de précision, et cette précision qu'il avait perdue, et comment ça se traduit au championnat entre Piastri et lui. Donc c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Peut-être ils se sont déjà accrochés au moment où on va publier cette vidéo, tu sais, il y aura eu un truc de ouf. Faut qu'on prenne un pari si je vais refaire une vidéo McLaren avant la fin de la saison, sur la technique. Parce qu'à un moment donné, on va faire une vidéo sur Piastri-Norris, mais sur la technique, il y aura peut-être encore des choses à expliquer, mais je sais pas quoi. Ils vont peut-être nous trouver un truc. Ou Red Bull va nous dire qu'est-ce qu'il faut aller voir, quoi. Ah là 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 là.